Le principe de la philanthropie, c'est de mettre des gens en contact parce qu'on pense que les gens passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Et donc, ça a été conçu dans l'esprit de créer des ponts entre les artistes, mais aussi de créer des ponts entre les personnes. En fait, décloisonner un petit peu le milieu littéraire et le milieu artistique en mélangeant des auteurs, en mélangeant des artistes peintres. C'est le week-end du bien-être, donc c'est pour ça que je vous ai rassemblés pour parler de psychanalyse, pour parler de bien-être, pour parler de sport. Aujourd'hui, nous allons recevoir un écrivain, mais aussi maître de taekwondo, Olivier Sicard. Ensuite, nous avons pour un côté artiste Yu Zhao, qui est d'origine chinoise, je crois qu'elle est née à Pékin, qui va nous présenter ses œuvres qui sont là et puis son parcours. Ensuite, nous irons voir le nouveau roman de Dominique Guillen, Cet autre amour, qu'elle va nous présenter en troisième partie. Et puis, côté chant, nous avons Doris Sergi, qui nous vient de la Suisse, qui a fait tout le voyage depuis 2 jours, qui est arrivé pour nous chanter quelques airs en a cappella. Et sans oublier, Dr Marie-Antoinette Séjean, nutritionniste, qui va nous parler du bien-être. Donc je laisse la parole à Monsieur Sicard. Bonsoir, merci de m'accueillir, ravi de vous rencontrer. Eh bien, alors pour les arts martiaux, alors moi je suis maître de taekwondo. Moi je suis métis, mon père est de Madagascar, la grande île qui est juste à côté de l'Afrique. Nous sommes d'origine océanienne, à la fois afro-asiatique, donc on a vraiment des influences qui viennent un peu partout. Alors, à Madagascar, la Réunion, les Comores, les Seychelles, voilà, on est exotique, voilà. Voilà. Et donc, mon père a quitté Madagascar avec tous les problèmes qu'il y a pu avoir, évidemment, après l'indépendance, les révolutions, etc. Et il est venu en France, et puis il a rencontré une Française, voilà, une Bretonne sicilienne, voilà. Mais évidemment, donc après le métissage c'est magnifique. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup de métis qui se représentent. Mais à l'époque, ça posait quelques petits soucis parce qu'on n'était ni d'un côté ni de l'autre. Donc par rapport à ça, et c'est vrai que j'ai eu une enfance un peu difficile, j'ai eu une enfance aussi un peu particulière dans la famille, vu que les Malgaches ont été un peu perturbés. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu les cités d'urgence, à la Courneuve et à Stein. Avant, il y avait des bidonvilles, des favelas, comme à Rio. Et par rapport à ça, les familles étaient un peu perturbées, ce qui fait que j'ai eu une enfance très maltraitée, donc beaucoup d'humiliations, on était frappés, voilà, donc c'était un peu difficile. Mais par rapport à ça, évidemment, il y avait cette lumière flamboyante qui s'accrochait à l'intérieur. C'est sûr que ça a été un peu compliqué à l'école, parce que finalement, je ne ressemblais pas à mes camarades. Il y avait toujours mon copain antillais, mon copain Nourdine à côté, mon copain Nguyen de l'autre. Enfin, voilà. Et ils disaient, mais toi, d'où tu viens? Et Madagascar ou la Réunion, pour eux, c'était vers les Antilles, là-bas. Donc ça posait des petits problèmes. Donc les Coréens sont arrivés. Ils ont présenté un art martial très proche du karaté. On appelait ça le karaté volant. Et c'était toujours interdit. Il fallait avoir 15 ans. Et moi, à 9 ans, 10 ans, on me tabassait à l'école, donc j'étais aussi tabassé à l'école et à la maison. Je savais très bien que mon futur changerait, donc j'avais toujours une ambition. Et dès que j'ai démarré les arts martiaux, enfin quand je suis arrivé, le maître d'arts martiaux, une petite anecdote, c'était interdit au moins de 15 ans et j'avais 10 ans et j'ai vu mon père m'accompagnait et le professeur dit il fait tu veux faire les arts martiaux et j'ai rien dit et finalement le professeur, il m'a vu et hop, là, il n'a pas fait attention sur l'âge. Et je suis arrivé directement voir le secrétaire. Et il a dit, le professeur, il a dit oui. Et je dis oui, oui. Il a dit oui. Oui, oui. Un petit peu comme le petit garçon. Oui, maman a dit oui. J'ai dit oui, oui, oui. C'est oui. Donc finalement, après, le professeur, il dit bizarre, toi, t'as pas 15 ans. Il m'avait inscrit plusieurs fois dans des compétitions, mais j'avais 11 ans et demi, des compétitions de 15 ans, donc ça posait problème. On me dit, mais
c'est bizarre ça, mais bon, bref. Je me suis distingué, j'ai réussi à changer les choses, je suis devenu un chef de bande. Voilà, après, je suis rentré évidemment dans une situation où je me battais énormément dans la rue, je me distinguais, voilà. J'étais un voyou, mais de façon, juste pour la bagarre, donc je n'agressais pas les gens. Je me battais contre le fascisme à l'époque, dans les années 80. Et donc par rapport à ça, donc évidemment, ça m'a permis à la fois dans le taekwondo, me mettre en valeur, me développer. Et puis finalement, je me suis dit, eh bien, plus tard, je changerai ma vie. Et j'ai une autre activité que je voulais faire déjà à 11 ans. Et je voulais être garde du corps. J'ai monté une école d'arts martiaux aussi à Madagascar. J'en ai une à Paris. Et donc, j'organise tout ça. Donc, aujourd'hui, les arts martiaux, même si le packaging taekwondo montre quelque chose d'assez virulent, très contact visuellement, il n'en est rien, parce qu'on peut évidemment faire un travail interne qui permet évidemment un équilibre et une harmonisation du corps et de l'esprit, et avec uniquement des postures, on a la capacité évidemment de développer sa force interne. Et donc j'œuvre aussi pour le développement aussi des femmes. Et par rapport à ça, donc j'ai protégé aussi beaucoup de femmes qui ont subi énormément de maltraitance, de violence, de harcèlement. Et par rapport à ça, développer cette force interne chez elles, ça a été très facile parce qu'elles l'ont à l'intérieur. Il fallait juste, en fin de compte, débarrasser en fin de compte, tout ce qui était tout ce qui encombré. Et finalement, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Merci. Donc, il sera en signature tout à l'heure. Donc, si vous avez envie, le but aussi, c'est de soutenir aussi les auteurs et les publications qui sont présentées lors de la Fraternity. On va pas quitter l'Asie, en fait, on va passer de la Corée à la Chine. Oui. Avec Yu Zhao. Yu Zhao, j'ai rencontré à une exposition, elle exposait à la banque Barclays qui organise régulièrement des expositions pour les artistes. Je l'ai rencontrée là-bas. Et donc nous sommes devenus amis et puis depuis je la suis. Et donc je lui ai demandé de venir présenter son travail et puis son parcours pareil, un petit peu. Oui, voilà. Merci Dominique. Oui, ce que le maître des arts martiaux a dit m'inspire beaucoup. Je pense que dans ma peinture, il y a aussi ce travail de la respiration, du geste, comment dire, une sorte d'acte méditatif dans la peinture. Alors, je vous présente ma peinture. Là, c'est tempéra sur papier, marouflé sur toile. Oui, merci. Donc, vous pouvez le regarder de près tout à l'heure. Donc, la tempéra, c'est la peinture à l'œuf, en fait. C'est une sorte de technique ancienne au Moyen-Âge, en Occident. Et je m'en sers et de travailler à la façon de la peinture chinoise, c'est-à-dire avec des gestes calligraphiques, avec beaucoup de dégradés. Et c'est un travail à l'improvisation. Et dans l'improvisation, j'invoque toujours la force de la nature, de travailler avec l'énergie de la nature elle-même. Voilà, c'est un travail abstrait, mais il y a toujours une connotation, on y découvre un paysage ou de la nature. Par exemple, celui-là, je l'appelle mer, vent et mouette. C'est un travail sur... Beaucoup de travail se passe dans la préparation, dans la méditation, avant l'acte, de passer à l'acte. C'est de s'imprégner d'une certaine émotion et arriver à le faire traduire par la peinture. Donc, je suis d'origine chinoise, ça fait 18 ans que je suis en France. J'ai étudié le français quand j'étais en Chine à l'université. Et comme dans beaucoup de familles, les parents n'étaient pas très d'accord pour que je fasse de l'art parce qu'ils pensaient que ce n'est pas un vrai métier. Et finalement, quand j'ai eu la chance de venir en France, je me suis dit que pour une fois, je vais choisir une discipline que j'aime vraiment. Donc, j'ai étudié les arts plastiques à Bordeaux pendant 3 ans. Et puis, je suis venue à Paris. À Paris 8, j'ai fait une thèse en arts plastiques.
J'ai aussi enseigné la peinture chinoise à Paris Atelier. Je ne sais pas si vous connaissez, une association à Paris où il y a beaucoup d'ateliers de toutes sortes de disciplines. À côté, je fais de la traduction pour subvenir à mes besoins, ma location de l'atelier, mes matériels. Donc je continue comme ça entre l'écriture, la peinture et la traduction que j'aime bien, parce que je pense que la peinture c'est aussi une sorte de traduction, de traduire le vouloir dire intérieur. Et à la fin, je vous parle un peu de mon livre qui vient de sortir, c'est un carnet de voyage sur le chemin de Compostelle. C'était il y a 10 ans où j'ai fait par petits tronçons en 3-4 ans. Et sur le chemin, en démarrant, j'ai apporté un petit carnet comme ça pour juste faire de l'exercice. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était le meilleur endroit de dessiner. Parce qu'on était tellement concentrés et à chaque pas on rencontre un nouveau paysage, une nouvelle émotion. Donc j'essayais pareil de les traduire, de les enregistrer dans les petits dessins. Donc à la fin j'ai fait en tout 1000 petits dessins et là il y a une sélection de 200-300 et j'ai écrit aussi un petit texte qui accompagne mon parcours. Voilà, ça vient de sortir il y a une semaine, donc je suis très contente de pouvoir vous le présenter. C'était un hasard quand j'étais invitée chez une amie française, elle m'a dit que si tu aimes marcher, tu peux faire le chemin de Compostelle. Et ce chemin, en fait, il était très connu, même quand j'étais en Chine, j'avais entendu parler du chemin de Compostelle. Et à Bordeaux, il y avait les plaques aussi, il y avait un chemin qui passait par Bordeaux. Mais je n'ai jamais pensé que moi-même, je pouvais faire ce travail. Et j'ai aussi expliqué dans le préface qu'en Chine, on aime beaucoup marcher. Et le chemin, en fait, c'est la voie, c'est la notion suprême dans la philosophie chinoise. Donc le chemin, ça me parle. Et tout de suite, quand elle m'a dit ça, je me suis mise enfin, je me suis lancée sur la route. Et c'est petit à petit que j'ai terminé. Enfin, Je voulais parler par rapport à la révolution culturelle, parce que vous êtes né sur la révolution culturelle, avec les parents, en fait, oui. étaient... oui, ils ont vécu la révolution. Oui. Moi, je suis née en 76, donc la dernière année, quand c'est terminé. Mais on sent un peu Et mon père était géologue, donc il a eu la chance de travailler à l'étranger, donc il n'a pas vraiment souffert. Mais il nous a dit que pendant la révolution culturelle, pendant que les autres se reposaient, il était obligé d'aller dessiner les grandes affiches au mur, dessiner des chevaux pour montrer le grand pont en avant, ce genre de choses. Donc ça l'a un peu découragé, donc c'est pour ça qu'il pensait que la peinture c'est pas un métier sérieux. Oui. Je demandais à Dominique Diens, qui publie chez Robert Laffont, mais c'est pas son premier roman, parce qu'elle a publié avant chez Dormesson, je crois, Héloïse Dormesson. Et puis elle a publié l'année dernière Cet autre amour que j'ai beaucoup apprécié comme livre, puisque ça parle de psychanalyste. Oui. Et donc je vais donner la parole à Dominique. J'avais écrit avant celui-ci 8 romans, dont 2 recueils de nouvelles. J'avais toujours écrit des livres de fiction et je m'étais toujours promis de ne jamais, pas seulement succomber, mais de ne jamais écrire de livres autobiographiques parce que c'était pas conforme ça n'allait pas avec mon caractère qui était plutôt pudique et discret, et que je me disais au fond j'avais rien de saillant dans ma vie à raconter qui mérite un livre autobiographique. Et puis, comme quoi il ne faut jamais dire qu'on ne fera jamais quelque chose, à la suite d'un choc émotionnel que je raconte dans le livre, en début de livre, qui m'a plongée dans un état quand même de désarroi assez avancé, j'ai été amenée, mais je dirais presque par hasard, à commencer une psychanalyse. Pourquoi je dis presque par hasard? Bon, bien sûr, la psychanalyse m'avait toujours intéressée.
Mais comme en tout cas à beaucoup de gens, ça me faisait peur. Je me sentais pas suffisamment avoir de problèmes pour entamer une psychanalyse. Et puis surtout, les dernières années, en tant qu'auteur, que-romancière, j'avais extrêmement peur que ça puisse nuire à mon travail de créativité en me disant, je suis quand même un peu névrosée, comme tout le monde, mais peut-être un peu plus. C'est très bien, sinon, si j'entame une psychanalyse, je vais aller trop bien, je vais jamais rien faire. Et donc, j'ai commencé une psychanalyse presque par erreur, parce que la personne que j'ai vue, je pensais qu'il était psychiatre, donc médecin, et que j'allais prendre des antidépresseurs et que finalement les choses allaient se résoudre assez rapidement avec des médicaments. Or, de la psychanalyse, je ne connaissais pas grand-chose. En fait, finalement, je connaissais deux notions assez essentielles qu'on apprend tous au lycée, qui étaient l'association d'idées quand on travaille en psychanalyse et l'interprétation des rêves. Mais il y a une autre notion qui est absolument essentielle en psychanalyse, ça s'appelle le transfert. Et moi, je connaissais le nom, mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je vais vous dire dans quelques instants ce que ça veut dire, mais je me suis rendu compte que très vite et très brutalement, je suis tombée vraiment en amour de mon psychanalyste. Je dis en amour parce que c'est pas tout à fait amoureuse, mais c'était quand même, je le mets dans mon livre, j'ai découvert une sorte de quatrième dimension affective, parce que je peux pas la nommer autrement que ce sentiment très fort qui était à la fois un sentiment amoureux, sensuel, et en même temps un sentiment d'amour qui traversait toutes les périodes de ma vie et qui me faisait me sentir avec cet homme aussi une petite fille qui avait envie qu'il la prenne dans ses bras. Et c'est quelque chose de très particulier comme sentiment et comme sensation. Alors bien sûr, j'ai été très perturbée par ce qui m'arrivait, très culpabilisée vis-à-vis de mon mari, avec qui j'étais à l'époque, je suis toujours mariée, mais à l'époque ça devait faire 25-26 ans déjà qu'on était mariés, je ne comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait, et j'étais en grande souffrance aussi parce que en psychanalyse, évidemment, toute relation avec son psychanalyste est interdite, et donc ça relevait, c'était un amour impossible. Et ça générait beaucoup de souffrance. Alors j'ai commencé à m'intéresser à ce qui m'arrivait, à comprendre que ceci portait un nom, le transfert. Alors juste très rapidement, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qui ne savent pas ce que c'est, quand on entre en psychanalyse, le transfert, c'est la somme des émotions et de tout ce que les figures de l'enfance, notamment les figures du père, de la mère, mais les autres figures aimées ou de l'enfance, et tout ce que l'on a d'inconscient en nous, qui prend ses sources vraiment dans la petite enfance et qu'on va projeter en la personne du psychanalyste. Il faut savoir que c'est un matériau de travail très important et que sans transfert, il n'y a pas d'analyse possible, et que c'est la teneur du transfert. Alors le transfert peut être négatif, on peut haïr son ou sa psychanalyste, il peut nous agacer, mais en général c'est beaucoup un transfert d'amour. Le mien a été phénoménal, massif, et on travaille sur le transfert, c'est un des matériaux pour avancer en psychanalyse. Tout ça, je l'ai appris. Au début, je suis partie de zéro. J'ai commencé à m'intéresser au transfert. C'était très difficile parce que des livres sur le transfert, j'en ai découvert des centaines, des milliers. C'était tous des essais, tous écrits par des psychanalystes. Ça veut dire pour moi assez incompréhensible, surtout au début, difficile d'accès. Et puis surtout, ça ne correspondait pas à mes attentes. J'avais envie, moi, à ce moment-là, qui était très malheureuse, j'avais besoin j'aurais aimé lire un récit d'analysante, donc de patiente, ou d'homme, femme, mais plutôt un récit porté par la voix d'une femme, un récit intime, donc, et je ne l'ai pas trouvé, je l'ai cherché en langue française, je l'ai cherché en langue anglaise, ça n'existait pas. Il y a bien sûr des récits de cure, il y en a, peu, mais il y en a, mais spécifiquement sur le transfert, il y en a, je n'en ai pas trouvé. Et je dois dire que c'est quelque chose de... Je pense que la raison en est que c'est quelque chose de très conceptuel à la base, de très abstrait, et pourtant qui arrive à tous les gens qui font une psychanalyse. Progressivement m'est venue la nécessité d'écrire ce livre, et je me suis dit, au fond, moi en tant qu'écrivain, je me dois presque d'écrire, de mettre à contribution, en tout cas, ce que je pouvais faire avec l'écriture, de le mettre à contribution pour écrire ce livre. Alors bien sûr,
Dans un premier temps, je ne savais pas ce que j'allais chercher, je ne savais pas ce que ça allait m'apporter, ça m'a apporté beaucoup. Mais je savais aussi que je voulais aider les gens qui, comme moi, étaient dans les premières années de leur analyse et qui étaient en plein désarroi. D'ailleurs, j'en ai eu beaucoup de témoignages, reçu beaucoup de témoignages qui me... Vraiment, je sais pourquoi j'ai écrit ce livre, tellement je suis heureuse d'avoir pu aider tous ces gens-là. Donc voilà, j'ai écrit... alors, il faut savoir que je l'ai écrit comme une romancière, c'est-à-dire qu'il était pour moi inconcevable d'abord, je n'avais ni la compétence d'écrire un essai, ni l'envie d'écrire un essai, il y en avait suffisamment. Et je ne savais pas écrire autrement qu'en ménageant peut-être le suspense et en parlant d'émotions, puisque c'est comme ça que je construis ma vie d'écrivain. Et d'ailleurs, tous mes livres de fiction ont toujours été les thèmes principaux tournés autour de la femme, de l'amour et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire le désamour, le désir, la perte de désir, tout ce qui concerne l'amour. Et la chose psychologique m'avait toujours intéressée. Au fond, tout était là, l'amour, la femme, le centre, et la chose psychologique, bien sûr. Donc cette relation qui était extraordinaire, qui est une relation extraordinaire qui s'instaure pour ceux qui l'ont fait avec un psychanalyste ou une psychanalyste et soi-même, c'est phénoménal. C'est une expérience intellectuelle et humaine qui m'a proprement bouleversée. Et donc je me suis dit, il va falloir que j'écrive. Pour ça, il y a deux conditions qui étaient essentielles. C'est qu'il fallait que je sois très sincère, parce que si je me déguisais, si je trichais derrière une fiction, quelque chose n'allait pas aller. Je n'avais pas envie de tricher. Et j'ai décidé donc d'écrire ce livre de cette façon-là. J'ai alterné des bribes de séances, j'ai alterné avec des rêves. J'avais très peur d'ailleurs de la réaction de la profession, parce que souvent il y a des professions, en tout cas en France, il ne faut pas toucher quand on n'est pas du sérail. Et j'ai été au contraire très très contente parce qu'on m'a beaucoup remerciée de ce livre. Donc voilà. On va changer complètement de sujet avec la pétillante Marie-Antoinette Séjean. Bonjour, je suis venue vous parler de bien-être. Le bien-être, pour moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est... Je me rappelle un jour, j'avais fait, parce que j'adore faire plein de choses, je suis médecin nutritionniste, je suis présidente d'une association qui s'appelle Nutri-Créole. J'écris des bouquins, j'adore écrire. J'écris depuis que je suis petite. Je crois que depuis que j'ai l'âge de 7 ans, 6 ans, depuis que je sais écrire, j'écris. Et toute la journée, j'écris. Donc quand j'écris des bouquins, ben, vous avez juste un petit morceau de ce que j'écris, parce qu'en fait, j'écris des milliers de livres. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand je disais que ce qui me faisait plaisir, justement, c'est que la vie, en fait, c'est une fabuleuse histoire. Et ma vie est un camailleux, en fait. Dans ma vie, il y a toutes les couleurs. Le bien-être, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est trouver un équilibre. Mais qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Eh bien, l'équilibre, ça bouge tout le temps. Si tu dis à quelqu'un, reste en équilibre comme ça, ben, c'est difficile. Rester en équilibre sur une jambe, ben, au bout d'un moment, il va faire comme ça, il va tomber. Donc l'équilibre, justement, ce n'est pas être stationnaire, c'est être en mouvement. Et c'est ça qui est bien. Je ne savais pas du tout ce que j'allais vous dire avant de venir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Moi non plus, d'ailleurs. Moi non plus, tu ne savais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter? Alors, bien sûr, Dominique m'a dit, tu as des bouquins. Alors, bon, j'ai celui-là, j'en ai un rouge, celui des 4 bols que j'ai oublié à la maison. J'ai celui-là qui s'appelle Mince un régime créole. C'est mon bébé. Ah, c'est mon 4e enfant. Je l'ai eu en 1999, je crois. Ça fait un bail. Et ce livre m'a accompagnée parce que, comme je dis, moi, je suis née à Djibouti. J'ai vécu la plupart de mon temps à Paris. Donc, je suis une Parisienne martiniquaise et pas une Martiniquaise parisienne. Je suis d'abord une Parisienne. Vous voyez, je n'ai pas l'accent doudou. Sauf quand je parle à ma maman. Alors, quand je suis au téléphone, maman, comment vas-tu? Ça va bien. Parce que là, les choses reviennent. Je suis portée à 7000 km. Et là, la petite intonation antillaise revient. Mais sinon, je suis profondément parisienne, mais je suis une fille
qui accepte toutes ces couleurs. Vous voyez, souvent on dit, les Antillais, nous devons accepter que nous sommes noirs. Ben, c'est vrai, nous sommes tous noirs, j'accepte. Mais moi, à l'intérieur de moi, il y a du sang indien, il y a du sang blanc, il y a du sang de toutes les couleurs. Eh bien, j'ai décidé d'accepter tous ces sangs-là. Je suis un mélange de sang et j'accepte tout ça, avec beaucoup de bienveillance. C'est ça, c'est ça. Parce que pour moi, la bienveillance, c'est ça, c'est accepter la différence, c'est accepter que l'autre puisse ne pas être nous. Et quand on a accepté ça, en fait, on se rend compte qu'il y a une richesse extraordinaire. C'est que finalement, cet autre qui n'est pas nous, mais finalement, quand on le découvre, quand on va à sa rencontre, on se dit, mais finalement, bon, Fabienne qui est tellement différente de moi, mais finalement, elle est un petit peu de moi, puisqu'elle écrit, voilà. Marilyn, elle est artiste comme elle est artiste, elle aime s'amuser, je suis sûre qu'elle aime jouer avec les mots. Vous voyez, tout à l'heure, j'entendais ce magnifique sportif qui disait être là, voilà, respirer. Alors je dis justement, en tant que nourriture, en tant que médecin, eh bien que notre premier aliment, c'est d'abord la respiration, c'est d'abord l'oxygène. On peut rester plusieurs semaines sans manger, on peut rester plusieurs jours sans boire, mais on ne peut pas rester plusieurs minutes sans respirer. Donc c'est le premier de nos aliments, c'est l'oxygène. On dit même que la vie commence par un souffle et se termine par un souffle. Ah oui, et c'est entre-temps, il y a la vie entre les deux. Je crois qu'en fait, nous avons chacun notre respiration, chacun notre souffle. Et c'est ça qui m'inspire le plus, qui me fait respirer, c'est notre souffle. Et quand je propose quelque chose à un patient, je dis toujours, j'essaye de faire de mon mieux, je lui donne le maximum. Mais le meilleur de mes patients, le meilleur des élèves, ce n'est pas celui qui prend tout. C'est celui qui prend ce dont il a besoin et c'est celui qui construit après. Bravo. Parce que je crois que c'est la chose la plus importante. Et cette construction va faire, et je vais terminer avec ça, parce que cette construction va faire que, eh bien, parfois, et c'est ce qui est extraordinaire dans une patientèle, l'élève, et c'est peut-être ce qui vous est arrivé, madame, l'élève, en fait, finalement, va transcender le maître. Et finalement, ce sont nos élèves qui n'ont pas pris tout de nous, et ce sont nos élèves qui ont construit, qui ont inventé finalement, qui nous permettent d'avancer, de progresser, parce que nos élèves deviennent nos maîtres. Donc c'était tout simplement pour vous dire que la vie, c'est un tout, c'est un souffle, c'est quelque chose qui circule, c'est une puissance, c'est cette puissance des arts martiaux, c'est cette vitalité, et c'est ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci. Alors, je vais présenter Doris Sergi. Je suis née dans un petit village de la campagne, donc suisse. Et dans les petits villages, justement, on ne devient pas chanteuse. Et donc, disons, mon rapport au chant est un rapport de révolte. Puisque je voulais chanter, on ne voulait pas que je chante. Et j'ai donc décidé de partir à l'étranger quand j'avais 18 ans et chanter. J'ai exploré des répertoires en tant que chanteuse lyrique de musique classique brésilienne, dans laquelle il y avait des chants d'esclaves, justement. J'ai toujours aimé, en fait, vu que mon rapport au chant lyrique n'était pas un rapport classique, donc je chante du classique tout en n'étant pas classique, j'ai cherché en fait la liberté dans quelque chose qui ne l'était pas par rapport à ce que certaines personnes pourraient penser. C'est-à-dire que j'ai eu des camarades qui étaient nés de familles très bourgeoises, dans lesquelles chanter quelque chose de presque décoratif. Dans mon cas, en fait, quand ma famille n'était pas là, je chantais. Et c'était un moyen pour moi de transcender ma rage, puisque mon besoin de chanter était en fait l'expression de ma rage. Et ensuite, j'ai découvert qu'à travers le chant lyrique, c'est dans ce sens-là que, disons, mon propos et mon parcours rejoint les différentes interventions. C'est une manière de transcender et de sublimer la rage, puisque j'ai découvert qu'en utilisant le corps d'une certaine manière, j'arrivais à utiliser l'énergie de rage. Pour ceux qui connaissent le yoga, on parle des premiers et deuxième chakras, le faire monter et ensuite le faire sortir d'une manière qui était non seulement agréable pour moi, mais également digeste pour autrui, écoutable pour autrui, plutôt que de crier.
Et ma petite revanche personnelle, c'était de me dire, puisque j'étais gothique étant adolescente, c'était de me dire que finalement, j'arrivais à exprimer ce que j'avais exprimé en tant qu'adolescente rebelle et souffrante d'un mode de vie et de pensée qui ne me correspondait pas, d'une manière telle que tout le monde m'applaudissait, même ceux qui, autrefois, désapprouvaient mon comportement. C'était ma manière à moi d'être, subversive. Enfin, voilà, donc c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'était votre manière délicieuse, en fait. Exactement. C'est toujours en allant, en fait, dans l'énergie de vie, et plutôt que de prendre cette colère et qu'elle nous détruise, en fait, d'en faire quelque chose et un canal d'expression. Donc mon rapport au chant est vraiment de... Je mets toutes mes émotions, toute ma colère, toute ma tristesse, et ensuite je sublime tout ça. Voilà. C'est beau, c'est beau. Merci. J'ai choisi un chant qui se prête bien à être a cappella, c'est un gospel. Sometimes I feel like a motherless child, qui est un chant en fait d'esclaves qui se trouvent loin de leur domicile. Donc on peut faire aussi des parallèles avec d'autres cas de figure quand on est loin de quelque chose qui est sécurisant pour nous, ou alors pour toutes ces personnes qui sont loin de leur terre natale. Alors je vais reprendre